Aujourd'hui, plus que jamais, le lien entre politique, guerre et Coupe du Monde est impossible à ignorer parce que le football mondial n'a jamais été aussi exposé, jamais aussi imbriqué dans les jeux d'influence, jamais aussi dépendant des rapports de force géopolitiques. Depuis l'ère de Gianni Infantino, la FIFA a changé de dimension. Elle ne se contente plus d'organiser des compétitions, elle négocie, elle médiatise, elle intervient, elle se place au cœur des sommets internationaux, elle s'affiche aux côtés des chefs d'État, elle parle diplomatie. Et ce virage s'est accéléré après le séisme du FIFA Gate, lorsque le Federal Bureau of Investigation a poursuivi la FIFA sous le modèle du RICO Act, dispositif habituellement réservé aux organisations criminelles structurées. À partir de là, l'équilibre a basculé. Les États-Unis ont repris la main sur une institution qui, jusque-là, semblait intouchable. Depuis la Coupe du Monde 2026, organisée principalement aux États-Unis, porte en elle une dimension politique inédite. Oui, 80% du tournoi se jouera sur le sol américain. Le Canada et le Mexique complètent l'affiche, mais l'épicentre sera américain. Et dans le climat actuel, cela change absolument tout. Parce que nous ne parlons pas simplement d'une relation protocolaire entre deux dirigeants qui se croisent lors d'événements officiels. Nous parlons d'une proximité assumée entre Gianni Infantino et Donald Trump. Une proximité visible, documentée, publique, presque revendiquée. Les images ont fait le tour du monde. Cette fameuse casquette portée avec un sourire complice. Ces apparitions côte à côte lors de sommets internationaux. Cette présence constante du président de la FIFA dans des cercles politiques où, historiquement, un dirigeant sportif n'avait pas vocation à s'installer durablement. Ce n'est plus seulement une question de courtoisie diplomatique. C'est un positionnement. Lors du premier mandat de Donald Trump, on l'a vu, les portes se sont ouvertes. Des portes qui auparavant restaient closes. C'est dans ce contexte qu'Infantino a pu être introduit auprès du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, à un moment où les canaux traditionnels de discussion étaient bloqués. Le football n'était plus un simple sport. Il devenait un outil d'accès, un levier d'influence, une monnaie diplomatique. Et c'est là que le décor se précise. Parce que la Coupe du Monde 2026, organisée majoritairement aux États-Unis, ne se déroule pas dans un vide politique. Elle s'inscrit dans une Amérique polarisée, stratégique, consciente de l'impact symbolique d'un tel événement. Le mondial n'est pas qu'un spectacle, c'est une vitrine mondiale, une démonstration de puissance douce, une scène où se jouent aussi des rapports de force. Dans ce contexte, la relation entre le patron du football mondial et le président américain ne peut pas être neutre. Elle influence les perceptions, elle nourrit les interrogations, elle alimente les soupçons. Et c'est précisément à cet endroit que surgit la question iranienne. Parce que l'Iran n'est pas une sélection comme les autres dans l'imaginaire géopolitique actuel. Chaque déplacement, chaque hymne, chaque poignée de main devient un symbole. Si l'Iran participe, certains y verront un message d'ouverture. Si l'Iran est empêché, d'autres y verront une décision politique maquillée en règlement sportif. La FIFA se retrouve ainsi au centre d'un échiquier où le moindre mouvement peut être interprété comme un alignement. D'un côté, un président de la FIFA qui revendique l'universalité du football, qui parle d'unité, de paix, de dialogue entre les peuples. De l'autre, une proximité forte avec un pouvoir politique américain qui assume une diplomatie frontale et stratégique. Le football, ici, sert de passerelle, mais une passerelle fragile. Car chaque relation privilégiée crée un précédent. Chaque photo officielle crée un récit. Et dans un monde hyper connecté, ces récits façonnent l'opinion. La question iranienne ne concerne donc pas seulement la qualification sportive. Elle concerne la cohérence. Elle interroge la capacité de la FIFA à rester crédible lorsqu'elle affirme être apolitique. Elle met en lumière cette zone grise où le sport et la géopolitique s'entremêlent. Ce qui se joue dépasse le rectangle vert. Ce qui se joue, c'est l'image du football mondial dans une ère où plus rien n'est innocent, où chaque décision est analysée à travers le prisme des alliances, où le silence peut être interprété comme un choix, où la neutralité elle-même devient suspecte. Et c'est là toute la tension de cette Coupe du Monde à venir. Le ballon roulera, les stades seront pleins, les hymnes retentiront. Mais derrière chaque match, il y aura cette question invisible. Le football est-il encore un simple jeu ou est-il devenu un acteur à part entière des équilibres du monde? Depuis quelques jours, le murmure est devenu rumeur. Et la rumeur, presque une onde de choc. L'Iran sera-t-il au rendez-vous de la prochaine Coupe du Monde?
Assistera-t-on à un boycott, à une exclusion, à une décision déguisée en règlement sportif mais dictée par la pression diplomatique? Les spéculations s'enchaînent, les tribunes s'enflamment, les réseaux s'emballent et dans ce brouhaha, une chose est certaine, le dossier iranien dépasse largement le cadre du terrain. Officiellement, aucune décision n'a été prise. Le président de la fédération iranienne a pris la parole calmement, presque prudemment. Il a rappelé que la décision finale reviendrait aux autorités sportives. Traduction dans le langage diplomatique du football, au gouvernement. Car en Iran, comme dans beaucoup d'États où le sport est stratégique, la frontière entre fédération et pouvoir politique est fine. Très fine. Mais pendant que les déclarations publiques restent mesurées, les discussions, elles, s'intensifient en coulisses. À Zurich, au siège de la FIFA. Dans les couloirs feutrés où les mots sont pesés, où les phrases sont calibrées. Car une absence de l'Iran sur la scène mondiale ne serait pas un simple fait sportif. Ce serait un signal politique puissant, peut-être trop puissant. Depuis l'ère de Gianni Infantino, la FIFA sait que chaque décision liée à un conflit est scrutée comme jamais. L'exemple russe a laissé une trace, il a créé un précédent, il a ouvert une brèche. Désormais, chaque crise internationale ramène la même question. La FIFA doit-elle intervenir ou rester en retrait? Avec l'Iran, l'institution a toujours choisi l'équilibre. On se souvient des polémiques autour de l'accès des femmes au stade. Les images avaient fait le tour du monde. Les pressions s'étaient accumulées. Les ONG, certaines fédérations, des voix politiques réclamaient des sanctions. La FIFA avait brandi la menace. Des avertissements avaient été envoyés. Les mots étaient fermes. Mais dans les faits, aucune suspension majeure n'a été prononcée. Pourquoi ? Parce que la diplomatie sportive ne fonctionne pas à coups de marteau, elle fonctionne à coups de compromis. L'Iran n'est pas isolé dans les instances continentales. Au sein de la Confédération asiatique, des alliances existent, des réseaux d'influence aussi. Le football asiatique est un bloc stratégique, puissant, numériquement déterminant dans les votes internationaux. Ignorer cela serait naïf. La FIFA le sait. Elle sait aussi qu'une exclusion n'est jamais neutre. Elle crée des précédents. Elle ouvre la porte à des revendications en cascade. Si l'Iran est sanctionné, pourquoi pas d'autres États engagés dans des tensions régionales? Où place-t-on la limite? Qui décide de la gravité acceptable? Voilà le dilemme. D'un côté, la pression morale. De l'autre, la stabilité institutionnelle. Et entre les deux, une organisation qui revendique la neutralité, mais qui évolue dans un monde profondément politisé. La FIFA privilégie souvent la médiation à l'affrontement. Elle envoie des délégations. Elle discute. Elle négocie des engagements progressifs. Elle cherche à maintenir le dialogue plutôt qu'à claquer la porte. C'est une stratégie critiquée par certains, saluée par d'autres. Mais elle repose sur une conviction. Le football doit rester un espace ouvert, même lorsque les États se ferment. La question iranienne met cette philosophie à l'épreuve. Parce que si l'Iran participe, on parlera d'indulgence. S'il est exclu, on parlera d'ingérence. Dans les deux cas, la FIFA sera accusée. Et c'est là toute la tension dramatique de ce dossier. Le football aime raconter qu'il unit les peuples au-delà des frontières. Mais lorsque les frontières se durcissent, lorsque les conflits s'intensifient, cette promesse devient fragile. Elle vacille. Alors oui, pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée. Mais le simple fait que la question se pose révèle une réalité plus profonde. La Coupe du Monde n'est plus seulement une compétition. C'est une scène mondiale. Et sur cette scène, chaque présence, chaque absence, chaque drapeau compte. L'Iran ne joue pas encore son premier match, mais son cas est déjà l'un des plus sensibles de ce mondial à venir. Et dans les couloirs de la FIFA, on le sait. Quoi qu'il arrive, ce choix marquera un tournant. Mais alors, où est la cohérence ? C'est la question qui brûle les lèvres, celle que l'on chuchote dans les couloirs des fédérations, celle que l'on évite en conférence de presse. La Russie a été suspendue après l'invasion de l'Ukraine, une décision rapide, historique, présentée comme une réponse aux circonstances exceptionnelles. Officiellement, la pression des fédérations européennes, appuyée par l'UEFA présidée par Alexander Tcheferin, a pesé lourd. Officieusement, le risque était clair. Si la FIFA ne bougeait pas, une fronde interne massive menaçait l'équilibre de l'institution. Des sélections refusaient déjà de jouer. Des sponsors s'interrogeaient. L'onde de choc était continentale. La FIFA a tranché. Mais ailleurs, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, aucune suspension d'ampleur. Dans certaines zones d'Afrique centrale, malgré des accusations graves et des impacts directs sur des infrastructures sportives, aucune décision comparable.
Au Moyen-Orient, malgré des tensions prolongées, la ligne officielle reste la même, neutralité. Alors, deux poids, deux mesures, ou simple lecture froide des rapports de force. Car il faut le dire, toutes les crises ne pèsent pas le même poids dans l'équilibre institutionnel mondial. Certaines mobilisent l'Europe, cœur historique du football. D'autres restent cantonnées à des sphères régionales où l'impact politique sur la FIFA est moins immédiat. Et c'est là que le débat devient inconfortable. La FIFA revendique une neutralité absolue. Elle affirme que le football doit unir et non diviser, que le terrain est un espace sacré au-dessus des conflits. Mais dans le même temps, les gestes politiques se multiplient. Messages de condoléances adressés à des chefs d'État, lettres de félicitations à des dirigeants récemment installés au pouvoir, présence appuyée lors d'inaugurations officielles, relations étroites avec Paul Kagame, dont le pays a accueilli des événements majeurs et des infrastructures soutenues par la FIFA. Officiellement, il s'agit de diplomatie sportive, créer des ponts, maintenir le dialogue, développer le football dans toutes les régions. Officieusement, certains y voient une stratégie d'influence globale. Une manière d'asseoir une présence politique internationale sous couvert de développement sportif. La frontière est fine. Et c'est précisément ce flou qui alimente les interrogations. Car aujourd'hui, la Coupe du Monde n'est plus seulement un tournoi. Ce n'est plus uniquement une succession de matchs, de dribbles et de buts à la dernière minute. C'est une vitrine géopolitique. Un chef d'État en tribune officielle n'est jamais là par hasard. Un visa refusé à une délégation n'est jamais un simple détail administratif. Un silence institutionnel n'est jamais totalement neutre. Chaque visa accordé devient un signal d'ouverture. Chaque visa refusé devient une crispation diplomatique. Chaque présence officielle en tribune est interprétée comme un alignement. Chaque absence comme une prise de position. Dans ce contexte, la neutralité devient un exercice d'équilibriste. La FIFA marche sur une ligne tendue entre principes universels et réalité politique. Elle veut rester au-dessus de la mêlée, mais elle évolue dans un monde où chaque décision est scrutée, disséquée, interprétée. Et plus le football prend de place dans la diplomatie mondiale, plus cette contradiction devient visible. Le ballon roule toujours, les supporters chantent toujours, les joueurs continuent de rêver. Mais autour du terrain, les enjeux ont changé d'échelle. La question n'est plus seulement de savoir qui soulèvera le trophée. La question est de savoir si le football peut encore prétendre être neutre ou s'il est désormais un acteur assumé des équilibres du monde. Et pendant ce temps, le football continue. Les qualifications avancent, implacables. Les calendriers se remplissent comme si de rien n'était. Les diffuseurs peaufinent leurs grilles, vendent déjà les affiches à venir, calculent les audiences potentielles. Sur FIFA, la machine tourne à plein régime. La plateforme FIFA Plus rediffuse des matchs historiques, ravive les souvenirs, entretient la nostalgie. Parmi eux, ces fameux Iran-États-Unis d'un autre temps. Ironie du calendrier. À l'écran, ce ne sont que des archives, des joueurs concentrés, des hymnes joués dans un silence respectueux, des poignées de main captées en gros plan. Le football dans sa forme la plus pure. Mais derrière l'écran, la tension monte. Parce que cette fois, l'histoire ne serait pas un simple remake, elle serait un test. Si l'Iran venait à être empêché de participer à la Coupe du Monde, le précédent russe reviendrait immédiatement sur la table comme une pièce à conviction, comme une jurisprudence. La suspension de la Russie après l'invasion de l'Ukraine a créé un avant et un après. Elle a brisé l'argument traditionnel selon lequel le sport devait rester totalement hermétique aux conflits internationaux. Elle a montré qu'en cas de pression massive, la FIFA pouvait agir vite, fort et frapper au cœur d'une sélection majeure. Alors forcément, la question surgit, pourquoi ici et pas ailleurs? Si l'Iran est exclu, certains parleront de cohérence avec la ligne adoptée face à Moscou. S'il ne l'est pas, d'autres crieront aux deux poids, deux mesures. Et c'est là que la tension devient presque dramatique. Car la Coupe du Monde n'est pas un simple événement sportif, c'est la plus grande scène médiatique de la planète. Chaque décision prise en amont résonne à l'échelle mondiale. Une qualification validée ou invalidée n'est jamais un simple résultat administratif. C'est un message. Dans les sièges des fédérations, on observe. Dans les chancelleries, on analyse. Dans les rédactions, on compare. La FIFA, elle, avance avec prudence. Officiellement, elle se retranche derrière ses statuts. Elle parle de respect des règlements, d'autonomie du sport, de neutralité. Officieusement, elle sait qu'un choix trop tranché pourrait déclencher une cascade de revendications. Car si l'on ouvre la porte à l'exclusion pour motif géopolitique, où s'arrête-t-on? Quels critères? Quelle ligne rouge?
Pendant ce temps, sur les terrains, les joueurs iraniens continuent de s'entraîner, ils disputent leurs matchs, ils rêvent, comme tous les autres, d'un mondial. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus fort. Ceux qui risquent de payer le prix d'une décision politique sont souvent ceux qui n'ont aucun pouvoir sur elle. Le football continue. Oui, mais ce n'est plus une simple routine sportive. C'est une course contre l'incertitude. La Coupe du Monde approche. Les affiches se dessinent. Les sponsors investissent. Les supporters réservent déjà leurs billets. Et au milieu de cette mécanique bien huilée, une question plane, silencieuse mais lourde. La FIFA assumera-t-elle la logique du précédent russe ou choisira-t-elle une autre lecture de la neutralité ? Quoi qu'il arrive, le débat est déjà lancé. Et cette fois, il ne s'arrêtera pas au coup d'envoi. Et si aucune mesure n'est prise, le procès en incohérence s'ouvrira immédiatement. Les comparaisons surgiront, les archives seront ressorties, les communiqués passés seront disséqués mot à mot. Et la question reviendra implacable. Pourquoi ici et pas là ? La vérité, c'est que la FIFA marche sur un fil tendu entre principes proclamés et réalité géopolitique. Un fil suspendu au-dessus d'un monde où chaque décision est politisée, analysée, amplifiée. Elle veut être médiatrice, elle veut être pacificatrice, elle veut être universelle. Dans les discours officiels, le football est présenté comme un langage commun, une plateforme de dialogue, un outil capable de réunir ce que la diplomatie traditionnelle peine parfois à rapprocher. À sa tête, Gianni Infantino ne cache pas cette ambition. Il parle régulièrement du rôle du sport dans la paix mondiale. Il évoque le pouvoir du ballon rond pour créer des ponts là où les murs s'élèvent. Certains, dans les cercles proches du pouvoir sportif, murmurent même qu'il nourrit des ambitions diplomatiques plus larges à long terme. Sur le papier, l'idée est belle, inspirante même, mais le terrain est glissant, parce que plus le football s'approche du pouvoir politique, plus il s'expose, plus il accepte de s'asseoir à la table des chefs d'État, plus il s'inscrit dans des logiques d'alliance, d'intérêt, d'équilibre. Et plus l'illusion de neutralité s'effrite, chaque poignée de main devient un symbole. Chaque déclaration publique devient une prise de position. Chaque silence devient suspect. Le football, en cherchant à peser sur le monde, accepte d'être jugé selon les règles du monde. La Coupe du Monde 2026 ne sera donc pas seulement une fête planétaire, elle ne sera pas uniquement un rassemblement de supporters, de drapeaux, d'émotions partagées. Elle sera un test pour la crédibilité de la FIFA. Ses décisions seront-elles cohérentes avec ses précédents ? Un test pour la solidité de ses principes. La neutralité est-elle un principe intangible ou une variable d'ajustement ? Un test, enfin, pour savoir si le football peut réellement rester au-dessus des conflits ou s'il est devenu, volontairement ou non, un instrument dans les jeux d'influence internationaux. Car le monde de 2026 ne sera pas apaisé. Il sera traversé de tensions, de rivalités, de fractures visibles. Et au milieu de ce paysage, le ballon roulera. Il roulera dans des stades pleins. Il roulera sous les projecteurs. Il roulera devant des milliards de regards. Mais autour de lui, les lignes de fracture du monde seront bien là, en tribune officielle, dans les demandes de visa, dans les absences remarquées, dans les discours avant et après les matchs. Et cette fois, personne ne pourra prétendre à la naïveté. Le football entre dans une ère où il ne peut plus se contenter de dire qu'il est neutre. Il devra le prouver ou assumer qu'il a choisi un autre rôle.